Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Martin Rueff. Martin Rueff, bonjour. Bonjour Paul de Brancion. Je vous reçois pour La Jonction, qui est un ouvrage de poésie qui vient de sortir aux éditions Nous. Vous êtes né en 1968 à Cagliari, au Canada, ce qui ne fait pas forcément de vous un Canadien. Vous êtes traducteur, poète et philosophe. Vous avez enseigné, entre autres choses, à Bologne, Oui. en Italie. Vous êtes professeur aujourd'hui à l'Université de Genève. Vous dirigez chez les éditions Verdier une collection spécialisée de la littérature italienne. Et vous avez participé, ce qui personnellement m'impressionne beaucoup, à l'édition des œuvres de Claude Lévi-Strauss dans la Pléiade et celle aussi de Michel Foucault, qui sont deux penseurs du XXe siècle particulièrement importants, remarquables et en plus sympathiques. Oui. Je vais pour commencer, vous collaborez aussi à la revue Poésie, à la revue Polygraphe et d'autres revues encore. Et je vais vous demander, pour faire connaissance, de lire un texte pour commencer. D'accord, je vais lire donc un poème qui vient de la deuxième section du livre, et c'est la section qui s'intitule précisément La Jonction. C'est un poème qui évoque deux fleuves, et cette évocation se distribue sur deux pages, une page de gauche et une page de droite. La page de gauche, c'est la série dite A, comme Larve, et la série de droite, c'est la série R, comme Rhône. Et à gauche, on a un poème qui est plutôt fluvial, ample, et puis à droite, un poème d'amour. Mais je sais que vous ne redoutez pas l'émotion. Donc la jonction série A, c'est le tout début de cette section. Celui qui, quel qu'il soit, lui, qui et que vaut n'importe qui, le démantelé, someone, qualcuno, celui qui, fils prodigue, lui qui, au peigne fin de la pluie de printemps, trébuche, rejoint, disjoint, les ailes bleu-vert de l'Isabelle, papillon posé à même la plaine allusionnaire, annonce, au fil de nul volo, qui le porte vers sa propre lune, toujours ramené vers l'arrière et vers son fond, the river is within us, s'efforce de remonter le courant et dit la jonction au margelle du Gat, quando spiove, quand en un seul mot il cesse de pleuvoir sur ton front, celui-là ne cherche pas d'arbre mutilé auquel s'accrocher. Non mi tengo a questo albero mutilato, mais deux fleuves en un à qui tenir. Et puis un poème de la série R, donc, la série amoureuse, qui évoque une femme qui descend une échelle, le long d'une échelle vers le lac. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que je te vois, que je ne te vois pas, ne pas descendre, descendre, à l'échelle du ponton, vers l'eau verte, Vénus catadiomène, pour refermer le lac, ce matin, le chagrin, mon poème, trattenerti volessi anche non posso, tu vois, quand j'écris, il pleut sur la jonction. Questo albero mutilato. La jonction, c'est une logique, d'abord. C'est ce que vous écrivez au début du livre, et vraiment une logique de logique. La jonction, c'est un lieu à Genève, la commissure de deux beaux draps fluviaux, beige, l'un vert, l'autre qui se retrouve à plat, après s'être cherché en dévalant pour s'affaler, étaler, plane, nappe à la couture sans écume au fil de l'eau, sœur ou frère lové ou amant au creux du lit, quand tu cherches comment dormir contre moi, cérémonie. La jonction, c'est le poème. Il y a une photo que j'ai vue dans
l'ordinateur, qui montre cette jonction entre le Rhône et l'Arve à Genève, où on voit, qui est magnifique, parce que on voit le fleuve jaune, enfin plein de boue, qui doit être l'Arve, je suppose, et le bleu qui devient vert, qui est le Rhône. Et ces deux fleuves sont distincts, et puis en se mêlant, le jaune boueux et le bleu solaire ou de ciel devient vert, et il se passe quelque chose d'une mixion entre les deux. Et ça évoque très bien ce que vous tentez de faire, c'est-à-dire, je crois, dans ce livre, enfin ce que j'en ai senti, de mêler des éléments particulièrement difficiles à mêler, qui sont le réel redoutable et cultivé, chargé de sens, et les sentiments, ou l'amour, ou un mouvement particulièrement simple, mais parfois subtil. Et c'est ça la jonction. C'est donc dans le poème que ça se mitonne, ou que ça devient cuisine. Voilà. Est-ce que... Et puis alors, vous commencez cette jonction par le bleu, puisqu'il s'agit du bleu du fleuve. Et le bleu, c'est aussi la douleur, c'est l'hématome, c'est le bleu qu'on a sur le corps quand on se frappe. Et aussi les langues, c'est-à-dire que vous avez dans le texte, c'est un très gros, c'est un livre important pour un livre de poésie, parce que les livres de poésie sont souvent assez, dans 60-70 pages, le vôtre en fait plus de 200. Et c'est un monde à soi tout seul, autour de la jonction, où se mêlent le français et l'italien, que vous avez pratiqué, je crois, couramment. Et je voudrais lire un élément lié à ce bleu, le salut au drapeau, puisque vous évoquez l'Europe. Les parachutistes, largués sur fond de terre, font la ronde en plein ciel, main dans la main, en chute libre. Le piéton né en l'air, s'il regarde par hasard des hommes qui tombent dans le ciel, que voit-il? Une couronne d'épines, un anneau sans seigneur, et précieux peut-être un grand filet dérivant, le collier de la reine, Europe, coupé. Donc ça, c'est une référence à Soleil coupé. Est-ce que c'est un discours politique, ou est-ce que c'est simplement un sentiment diffus? J'ai été frappé par la manière dont vous avez relié les deux premières sections, si on peut dire, les deux premiers mouvements du livre, parce que de fait, dans la jonction, le poème La jonction, les deux poèmes, enfin les deux fleuves, le poème des deux fleuves, La jonction, qui est au centre du livre, en effet, c'est vraiment une réflexion sur le bleu. Il y a aussi un ensemble de poèmes qui sont consacrés aux peintres, d'ailleurs, et la photo que vous montrez, qui est magnifique, si on la coupe de Genève, on a vraiment l'impression d'un tableau abstrait qui pourrait être, je sais pas, un Soulages ou un Rothko. Enfin bon, on voit que c'est vraiment un lieu qui inspire un sentiment de couleur. Je sais pas comment dire. C'est un lieu où on est porté par la couleur et le mélange des couleurs. Et absolument, et aussi cette inquiétude qu'on a, enfin je ne sais pas, il y a plusieurs endroits dans la géographie du monde où des mers se mélangent, des fleuves se mélangent. Il y a toujours quelque chose d'assez impressionnant de voir des grandes masses qui en deviennent une seule. Absolument. Et là, vous le dites très bien, parce qu'il y a une émotion qui naît de ce mélange des couleurs. Et en effet, le bleu domine. Et ce qui me frappe maintenant a posteriori, parce que quand on a fini un travail de poème, on a une autre vision aussi des choses, c'est que ces deux bords de la jonction relient la première partie qui s'appelle donc La mer fait peau neuve, et la dernière qui est consacrée à Actéon. Et du coup, la jonction fait dans le poème elle-même la jonction, si j'ose dire. Alors le poème que vous avez lu sur les parachutistes, donc ça figure d'une certaine manière
pour un piéton qui lèverait le nez au ciel et qui verrait des parachutistes qui font la ronde, il verrait quoi? Il verrait d'une certaine manière les étoiles du drapeau européen sur un fond bleu. Et donc c'est une méditation sur cette dérive du drapeau européen, et avec une conclusion de fait qui n'est pas très réjouissante, Europe coupée. Et dans les jours qu'on vit aujourd'hui, la coupure va être plus nette et peut-être plus douloureuse que ce que je pouvais penser quand j'écrivais ces poèmes. Et étrangement, c'est vrai, le lien entre les deux premières sections du livre, c'est le bleu. Et j'ai été très frappé parce que, et là vous l'avez vous avez mis l'accent là-dessus et ça me touche, parce que la manière dont on se fait des bleus sur la peau, sur nos peaux, pour les médecins, s'appelle hématopoïétique. Oui. C'est-à-dire la formation du sang, hématome. Et en fait, j'ai été très souvent, comme quand on écrit, vous le savez vous-même, on est frappé par un mot. Et là, ce mot d'hématopoïétique, je me suis dit, oui, c'est ça, en effet, faire des poèmes, c'est coaguler du temps, des émotions, des souvenirs, comme des bleus se forment. René Descartes dit avoir démontré pourquoi le sang est rouge et pourquoi le sang est bleu. Ce sont des boules, plusieurs et petites, qui composent la lumière. Elles viennent vers nous. Si elles tournent moins vite qu'elles ne sont en ligne droite, le sang nous paraît bleu. Et si elles vont vite, c'est rouge. Il y croit dur comme fer, lui aussi rouge quand chaud, et le charbon ardent de même. René Descartes n'explique pas pourquoi il est des peurs bleues et des bleus dérisoires. Il y a d'ailleurs pas mal de choses que René Descartes n'explique pas. Oui. On s'en rend compte de plus en plus. Oui, vous avez raison de citer ce poème, parce que j'y tiens. Il fait partie des hématopoïétiques, justement, de l'ensemble de ces poèmes que je consacre au bleu, et qui sont aussi, vous l'avez vu, des poèmes qui mêlent vieillesse et jeunesse, parce qu'il y a des bleus d'enfants. Les enfants, ils aiment beaucoup les bleus. Ils aiment bien se faire des bleus, ça les frappe. Et puis après, quand on vieillit, on aime moins les bleus. Je vais lire encore un petit texte sur l'Europe. L'Europe, ce siècle de vitesse qu'ils disent le siècle des changements, qu'ils nous racontent, des communications qu'ils nous chantent. L'Europe, c'est la race des vainqueurs, des champions du monde. Et nous sommes les vaincus, et nous courons chez eux les vaincus. Et nous mourrons vaincus à fond de cale, où ils vous repêchent vaincus, et ils nous acceptent vaincus, et nous repoussent vaincus. Et nous installons chez eux vaincus avec leurs produits qu'ils nous vendent et que nous fabriquons vaincus. Mais cette défaite de vaincus vaut mieux, vieux vaut que notre propre mort. Là, c'est ceux qui viennent chez nous. Oui, parce qu'évidemment, en travaillant sur ce motif, c'est né aussi, Paul, de cette découverte, je ne suis pas du tout le spécialiste de ces questions, mais en fait, le drapeau européen a été inspiré au fondateur de l'Europe par le bleu du manteau de Marie. Oui. Et les étoiles, la figuration des étoiles qui représentent les pays européens, par la vision de Jacob. Et en fait, donc, si vous voulez, j'ai essayé de réfléchir de manière poétique sur la manière dont ce manteau bleu de Marie s'abîmait dans la Méditerranée, vraiment, et la manière dont les migrants, ceux qui viennent chez nous aujourd'hui, forcés par les combats, la misère, etc., rencontrent ce bleu-là. Alors ils n'ont rien à voir qu'une bande de gaz sur la crête vague. Et soudain, tempête dans un œil d'eau, le vent renverse les sequins du lac qui se lèvent d'argent vif sur le plastron de l'heure. Seul pivot. Pourquoi là, dans ce coin, sur une plaque, entre les joncs, levé de boucliers, le fleuve fait la tortue, testitude ineffacta, la tortue lyre, tournesol d'eau,
qui obéissent au doigt et à l'œil du technicien de surface, héliotrope soudain, sunt semoie. Du vent sur du vent sur du vent, la parure d'eau, comme sur des fleurs penchées, tout d'un coup retournée, eau à rebrousse-poil, comme l'histoire chez Walter, avec vaguelettes qui se propagent dans toutes les directions, mouvements subtils, labiles, passagère murmuration, dans un ciel de jonction, petite langue mauve des sirènes, sous l'eau, qui lappe, sbattimento di luce, battement de lumière, paupières avec col, écailles d'argus, points de brillance, myriades de facettes, de pierreries qui scintillent, twinkling, sparkling, and so on. J'ai préparé la bande-son de mon enterrement, mais je garde le secret de ma dispersion, comme le vent sur l'eau. Trattenerti volessi anche non posso. Un sourire sur la jonction plane. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas jonction dans la vie. Oui, oui. En fait, c'est un titre qui s'est imposé à moi à cause du lieu que vous évoquiez tout à l'heure et qui répondait, je dirais, d'abord à une exigence poétique, puisqu'il s'agissait d'inventer, comme pour toute personne qui écrit, la manière de relier des temps, des personnes, des sensations, et puis de faire de ces images et de ces sensations des phrases, et de faire de ces phrases des vers. Et donc, en effet, déjà, l'écriture, c'est la jonction. Et notre rapport au temps, à l'air, au paysage, aux politiques, peut être figuré avec des modalités qui nous appartient à chacune et à chacun de redéfinir quotidiennement, par la jonction, en effet. Et j'avais été frappé parce que dans un texte de Sénèque, des textes de philosophie naturelle de Sénèque, Sénèque parle de la jonction, qu'il distingue de la commixion, etc. Et il parle de la jonction comme ce qui unit, dit-il, ce qui sépare. Alors là, ça devient un peu métaphysique, mais je ne crois pas que ce soit pour vous déplaire. Et cette jonction qui sépare, j'en fais en effet une réflexion poétique, puisque c'est de la poésie, une réflexion poétique. Ça nourrit une réflexion poétique, pour mieux dire, sur la puissance des séparations attachantes et la puissance des détachements attachant, voilà. Alors, il y a un rapace qui a fait la jonction entre la tête de Sénèque et une tortue. C'est vrai. Puisqu'il est mort en recevant une tortue sur la tête qu'un rapace jetait au sol pour essayer de casser la carapace et la manger. C'est quand même un hasard de jonction particulier. Oui. Disons, on peut dire, en vous suivant aussi, que la jonction, c'est aussi la puissance de l'association, que chacun... on associe librement et je dois dire que moi j'associe beaucoup, mais je pense comme tout le monde, mais disons que la prérogative ou la chance peut-être des gens qui se lancent dans le poème ou qui sont lancés dans le poème, c'est aussi de se sentir autorisés, s'ils sont guidés par l'exigence du beau, à associer librement. Tes poètes, ris-tu, n'ont fait jusqu'à maintenant qu'interpréter le monde. Il faudra le laisser tranquille, s'écouler entre nos mains comme un tamis de branches, hors paille les fragments de lumière. Il la laisse passer, filtrer, venir nous submerger. Il faut aérer les poèmes comme on aère les chambres, les draps, les lits. Vous écrivez ça, c'est juste. Oui, je crois. Comme s'il fallait aussi sortir de l'ornière, de l'herméneutique ou de l'interprétation ou d'un réel trop prenant ou culturel, et de tout ce qui embourbe et efface d'une certaine façon la vérité entre guillemets du poème. Oui, alors ça, les textes que vous venez de lire me sont très chers, parce que on dit souvent, et on a écrit à propos de la jonction, parce que j'ai eu la chance d'avoir des lecteurs qui ont écrit des choses sur le livre, et ils ont été frappés par, disons, la saturation savante, même si j'étais
content qu'on dise ça, évidemment. Hein. Moi, je défends au contraire le poème comme une pratique de prise d'air. Hein. Le poème, ça sert à prendre l'air, vraiment. On pourrait jouer sur l'expression, hein, prendre l'air de la langue, etc. Mais de fait, hein, il s'agit d'aérer. Et étrangement, cette pratique, elle exige du temps. Et c'est vrai que les lecteurs d'aujourd'hui prennent plus le temps de prendre l'air, si j'ose dire. Et le poème devrait servir à ça aussi, me semble-t-il. C'est-à-dire que enfin, moi, j'ai ressenti ça dans la lecture de ce texte. Et à la fois, je me suis dit... La vache, ce mec, qu'est-ce qu'il est cultivé? Il sait plein de trucs, quoi. Et c'est admirable parce que bon, la culture, c'est un effort aussi, c'est un travail, c'est une ascèse, c'est de longues heures à passer, à regarder, à écouter, à lire, à essayer de comprendre. Et à la fois, j'ai bien vu que vous avez vu qu'il y avait un piège dans le trop savoir ou le trop référent et que vous essayez tout autant de vous disjoncter de cela. Bon, ben ça, je crois que c'est vraiment un des... Là, vous touchez un point essentiel. Et d'ailleurs, la très courte préface, hein, puisqu'elle ne fait qu'une page, je m'étais engagé avec mon éditeur Benoît Casas et Patricia Assay de ne faire que cette préface ne fasse qu'une page, hein, et sous-titrée hein, « Comment savoir, ne pas savoir ce que l'on fait ». Et donc, c'est vraiment... Redites-le. Oui, je le redis volontiers. Oui. Il faut même que je le relise pour ne pas me tromper. Comment savoir, ne pas savoir ce que l'on fait. C'est-à-dire, on sait ce qu'on fait un petit peu, mais il faut aussi ne pas le savoir et savoir qu'on ne le sait pas. Et je crois qu'il faut se laisser... Alors, évidemment, dans un autre contexte culturel, hein, on parlait d'inspiration, on parlait de... Mais je crois que le poème, hein, il est aussi là hein, pour qu'on se laisse traverser, hein, celui qui les écrit et puis celui qui les lit, ou celles et ceux qui les lisent. C'est aussi se laisser traverser par des bandes, hein, comme dans la musique, je trouve, hein, de sentiments, et de savoir hein, qu'on laisse dériver en soi. Parce que le rapport au savoir hein, peut être un rapport justement qui est sensible, qui n'est pas simplement d'érudition. Hein, il y a une poésie du savoir, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une... Comment dirais-je? Quand on écrit et qu'on constate que beaucoup d'autres avant ont écrit des choses souvent magnifiques et très fréquemment plus grandes que ce qu'on pourrait imaginer pouvoir faire soi-même, on a deux attitudes possibles, celle d'arrêter en disant bah, « de toute façon je ne ferai pas mieux ou celle d'avoir l'immodestie de continuer en pensant « oui, d'accord, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a une injonction du poème qui m'est donnée à moi, même si ce que je fais modestement, c'est pas grave, mon rôle c'est d'écrire, j'écris. Quoi qu'il arrive et quoi qu'aient fait les autres. Et donc c'est une forme de persuasion de soi-même, de devoir être au monde. Oui. Absolument, une défense de son être au monde, on peut dire aussi. Hein. Et je suis frappé dans ce que vous dites par le fait suivant, hein, c'est que le poème, il est aussi capable de prendre en charge cette mémoire des autres poètes, de la tradition poétique, des langues. Et je crois que c'est dans le monde contemporain, c'est une des tâches du poème de défendre la poésie. Il voudrait maintenant qu'il neige sur la mer. Il se souvient qu'enfant, sur un lac, après une séance de pédalo et de tiplouf conséquents, par où l'on entendait des plongeons sans autre technique que la violence de l'impact, les plus beaux tiploufs du monde, il avait nagé avec son père quand un orage avait éclaté. Son père l'avait attiré à lui et l'avait plaqué sur son ventre, et ils avaient ainsi dérivé, tous deux, sur le dos, en faisant la planche, ce qui en italien se dit « faire le mort ». Il se souvient qu'ils avaient pris la pluie en pleine face et qu'ils étaient barbouillés d'orage et qu'ils avaient ri tous les deux entre les hautes rives d'arbres sombres et que son père lui avait dit solennellement que c'était un pur moment de bonheur, un pur moment de bonheur. Et il avait eu envie de pleurer. Et il n'avait pas compris pourquoi. Il se souvient que plus tard, il avait nagé dans la mer avec son amour, et que son amour lui avait dit que ce serait bien s'ils enlevaient leur maillot
qu'elle avait enlevé le sien, vertical dans l'eau, pédalant gracieusement pour se maintenir. Eh bien, nous sommes encore avec Martin Rueff pour une deuxième émission pour La Jonction, ouvrage qui vient de paraître aux éditions Nous et dont le contenu est suffisamment important et divers en fait pour donner naissance à la possibilité d'une deuxième émission et entretien avec Martin Rueff, que je remercie d'accepter d'être avec moi encore. Et Martin, en fait, on va avoir comme deux fleuves. D'un côté, un fleuve jaune et l'autre, un fleuve bleu qui vont devenir verts. D'ailleurs, comme la couverture du livre qui est composée de deux couleurs, une bleue et un vert, c'est l'Adon, à peu près. Ça doit être ça, oui. Oui. Merci donc, beaucoup. Mais non, c'est un plaisir et merci d'être là. Et on va pouvoir continuer à parler des poèmes et de votre poésie. Je vais lire encore un petit texte pour commencer, moi. La lumière fait partie du sujet. Je voudrais, comme Claude, qu'il soit Monet ou Lorrain, dire la jonction aux 7 instants, on ne dit pas les 7 instants d'ailleurs, aux 7 instants du jour, et suivre la lumière en ses justes passages. La guida del tempo e il sole. Je prendrai la jonction à la pré-aube avec ses écharpes de nuit, sous les arches du pont, heure encore des animaux, des chasseurs, des poètes. Puis quand la lumière pointe à l'aube du jour, argenté ou vermeil, et quand le soleil se lève. C'est vrai que la jonction, les deux fleuves qui se mêlent, et les jonctions en général, ont toutes les couleurs de la vie, et donc ce serait extraordinaire de pouvoir arriver à faire de saisir ces jonctions, mais ça serait le livre du monde, littéralement. Oui, dans le poème que vous avez fortement lu, fortement, c'est-à-dire doucement, justement, le défi, si on peut dire ainsi, c'est d'essayer de suivre ce lieu, qui est donc un lieu réel à Genève, à la Jonction, auquel je consacre beaucoup de temps, beaucoup de pages, beaucoup de sentiments aussi, et un peu de savoir. M'est venue l'idée de faire comme certains peintres, de me poster là et d'essayer de faire un poème sur le passage du temps en ce lieu. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains en vers qui sont tentés par ce genre d'épuisement d'un lieu, sinon parisien, ici genevois. Et en fait, en essayant d'écrire ces vers, j'étais traversé par des réminiscences picturales. Et donc là, Monet ou Lorrain. Lorrain est très présent en fait dans cette section-là, puisque c'est un peintre qui a inventé une manière Claude Lorrain de peindre la lumière justement. Et dans certains de ses textes, de ses lettres, il dit cette angoisse qu'il avait d'être à la hauteur de ce défi-là. Et d'ailleurs Turner, en voyant un peintre, un des tableaux de Lorrain s'est mis à pleurer en disant j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à faire ça. Et donc ça renvoie à ce que vous disiez dans l'autre émission, c'est-à-dire le fait qu'on est toujours précédé. Et en plus, comme nous, on a la chance ou la malchance, mais pour moi c'est une chance d'avoir un accès très facile à toutes sortes de savoirs. On peut vraiment plus faire comme si on ne savait pas. On peut plus faire comme si on ne savait pas qu'avant nous il y avait toutes sortes de magnifiques. La grande inquiétude des professeurs, c'est qu'ils sont payés pour savoir. Voilà. c'est ça. Et dites-moi justement, en quoi, qu'est-ce que l'invention de Lorrain vis-à-vis de la lumière, c'est quoi? Alors, en fait, il avait deux techniques tout à fait particulières. D'abord, une technique de thématique, c'est qu'il peint. Alors ça, on voit aussi pourquoi Turner s'en est inquiété. Il peint souvent les changements de lumière
dans le rapport entre l'eau et le ciel, un peu comme Poussin d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que on voit que la lumière traverse le tableau en jouant dans les rapports, et il avait inventé une espèce de glacis qui donne à ces tableaux cet éclat si particulier. Oui. Les historiens d'art, je pense notamment à l'historien d'art qui s'appelle Cléliano, ont consacré à ces inventions de très belles pages. Il avait l'obsession du soleil en fait, du soleil couchant, et voilà, moi qui suis né, qui ai grandi dans une ville de lumière, j'ai toujours été très attentif dans les poèmes aux effets de lumière. Et je dois dire que par rapport à d'autres livres de poésie que j'ai pu écrire, c'est sans doute le plus coloré en fait. Ouais. Bon, vous avez parlé du bleu. On avait parlé de tortue tout à l'heure. Il y a un poème qui parle de tortue, donc je vais me permettre d'essayer d'en lire quelques extraits. La tortue lutte. Prends une tortue vivante. Choisis une lutte, une bonne vieille lutte, qui creuse plus profond qu'une taupe. On dirait une larme, une amande, avec 7 longues crêtes qui vont de la tête à la queue, comme l'armature d'un luth. Tortue lutte. Clou cloutée, collier anti-méduse, elle pleure comme elle respire. Mets-la sur le dos, porte-la sur ta main droite, promène-la partout dans la maison, place-la au centre du salon, empêche qu'elle se retourne. La maison est protégée, la tortue se mettra à creuser avec ses nageoires antérieures, aile gauche, aile droite. Quand elle aura fini, je déposerai un poème dans la chambre, un poème au centre, dirait Pindare. Tu peux chanter alors de ta voix chaude, lente, terrestre et douce. Trattenerti volessi anche non posso. Tu vois, quand j'ai fini d'écrire, il a neigé sur la jonction. À peine. Voilà un poème un peu complexe. Oui, donc le poème que vous venez de lire, je ne dirais pas... ça serait gênant pour vous. Je ne vous appliquerai pas les caractéristiques que je prête à la voix dans ce poème, mais il vous irait bien. C'est donc un poème qui clôt, d'une certaine manière, l'ensemble de la seconde section, c'est-à-dire la section qui est consacrée à ce lieu, à ce dispositif, on peut dire aussi des 2 fleuves. C'est donc le dernier poème, et il a une dimension un peu humoristique, on peut dire, puisqu'il évoque un rite qui est complètement imaginé, évidemment, j'ai jamais fait ça, qui serait un rite de la tortue, puisque, bon, les tortues luttes sont des animaux qui, comme beaucoup d'animaux de ces régions du monde, sont en voie de disparition, et elles ont, savez-vous, une caractéristique très spéciale, c'est qu'elles parcourent des milliers de kilomètres, on ne sait pas comment ni pourquoi, pour aller faire leur ponte, leur pondaison, dans un lieu précis, et elles font toujours de la même manière. Elles arrivent, elles sont épuisées, elles montent sur la plage avec leur... C'est lourd, les tortues, et puis elles creusent avec leurs nageoires, et leur nom leur vient de ce que, quand on les retourne, sur leur ventre, si j'ose dire, est dessiné en effet une espèce de lutte, de lyre. Et donc, si j'ose dire, la tortue lutte, c'est l'animal fétiche d'Orphée, puisque après avoir été déchiré par les femmes de Thrace, on raconte que Orphée, sa tête a été tranchée, elle a dérivé sur le fleuve Èbre avec sa lyre, et que le vent jouait dans la lyre, et que la voix continuait à chanter. Et donc, si vous voulez, la tortue lutte, c'est un peu un animal poétique qu'on peut fétichiser, en tout cas, avec un peu d'humour peut-être. Et donc, je fais comme si on pouvait faire des rites propriétoires pour l'écriture du poème, en la mettant au centre de la maison, et puis en se disant, voilà, si on a fait ça, on aura trouvé une place pour la poésie dans la maison. Et au-delà de ça, évidemment, il y a la question de savoir quelle est la place que peuvent occuper les poèmes dans la vie, évidemment. Et donc c'est pour ça que vous avez bien, je trouve, clos cette section de la jonction, parce que c'est vraiment avec ce poème que j'entendais de faire. Tu te rends compte, me dis-je à moi-même, en ces moments d'aveuglement que je voudrais faire passer pour de la lucidité poétique, alors qu'ils offrent seulement la preuve de l'entêtement poétique, qui veut que le poème ait toujours raison. Tu te rends compte ? Le pont de la jonction qui jointe les 2 fleuves dessine la figure de l'infini. Exaltation légère, début de monde, rêve, de poème, et que tu sois là, toi, pour en rire avec moi, c'est rire,
fête partagée des hasards objectifs. Tu vois ce que je vois? Oui, tu vois ça? Il y a deux manières d'arriver à la pointe de la jonction, par l'autre rive, ou bien en partant du rond-point de la jonction et en suivant l'avenue de la jonction, ou bien par le sentier des Saules. Prière à l'os du cœur du cerf. Ô cœur de cerf, cœur si lourd, qu'un os le traverse, je vénère cet os qui forme une grande croix, je vénère cet os qui grandit quand le cœur vieillit, électrocardiogramme crucifère du cœur en proie, je vénère cet os car il calme les cœurs, je vénère cet os et avec cet os j'écris, et dans l'abrutissement précoce de cet enivrement, mon cœur incandescent fit le deuil d'un nom que je glissais sous un buisson, électrocardiogramme crucifère du cœur en proie. Alors là, on se dirige vers la dernière partie de votre ouvrage, Martin Rueff, La Jonction, publié aux éditions Nous, la dernière partie qui s'appelle L'enrouement d'Actéon, avec écrit entre parenthèses en dessous, nom de chien, et pas nom d'un chien. Alors, Actéon, c'est un monsieur qui a été transformé en cerf et qui a mis en colère Artémis. Enfin bref, quelle est son histoire un peu plus précisément? Alors, donc Actéon, c'est une des figures dont on a la trace grâce aux métamorphoses d'Ovide. Et c'est le monde des métamorphoses, il est séparé entre deux grandes puissances, la puissance d'Artémis ou de Diane, la chasseresse, et les jeunes gens et les jeunes femmes qui sont voués à Artémis, ce sont des célibataires. Par exemple les chasseurs, mais aussi les poètes ou les artistes, Pygmalion par exemple. Et l'autre force, c'est la puissance du lien, c'est Aphrodite qui essaie d'unir ce que Artémis essaie de séparer. Et il se trouve que, un peu poussé par Aphrodite sans doute, Actéon est un chasseur, donc voué plutôt à Diane, et en se promenant dans la forêt, il tombe sur Diane. Et il voit Diane nue. Évidemment, c'est la plus belle des déesses, et la plus belle des femmes, parce qu'il est difficile pour une déesse d'apparaître comme une femme sans apparaître comme la plus belle. Et quand il la voit, malheureusement, son regard croise le regard de Diane. Et du coup, Diane le maudit. Et elle transforme le chasseur en chassé. Et quand elle le transforme en chassé, elle le transforme en cerf. Et elle le maudit, elle lui dit « Va raconter, si tu peux, ce que tu as vu ». Et bien sûr, au moment où il veut parler, sa voix mue. Et il y a une phrase absolument extraordinaire, un vers d'Ovide magnifique, où il dit cette voix n'était ni celle d'un homme, ni celle d'un cerf, donc on ne sait pas ce que ça peut être. Une voix de pure mue, si j'ose dire. Et au moment où il veut appeler ses chiens pour qu'ils le défendent, évidemment, il s'exprime comme un cerf, si j'ose dire, et du coup, il les appelle à le tuer. Et les poètes, mais aussi les musiciens, et aussi les peintres, et aussi les philosophes qui se sont intéressés à ce mythe, on a souvent fait un mythe de la pulsion érotique, de la pulsion scopique, du désir de voir, et de la difficulté pour une femme d'être désirée, mais en même temps de vouloir être désirée, ne pas le vouloir, etc. Et moi, c'est pas ça qui m'a retenu. Ce qui m'a retenu, c'est que Ovide, dans la suite du poème, consacre plusieurs vers à chacun des chiens d'Actéon, qui sont une quarantaine. Alors ça fait long dans un poème, ça fait plus de 100 vers sur 300. Et il les nomme. Et je me suis demandé pourquoi il nommait ces chiens. Et du coup, j'ai consacré un très long poème, qui s'appelle le poème d'Actéon, aux chiens, d'où le sous-titre qui vous est sourire, et c'est tant mieux, nom de chien au pluriel, puisqu'en effet, ce sont des noms de chiens. Et quand il ouvre la bouche pour lui dire « Tu es revenu, toi, que je n'avais jamais vu venir et qui ne savait pas que je viendrais, seul le cri ridicule de la bécasse lui vient et elle ne se retourne pas. Et quand il veut lui dire « Je ne t'ai pas cherché, je t'ai trouvé, avant je te vénérais et maintenant je t'aime », de ses lèvres ne vient que le gloussement grotesque de la perdrix grise. Alors c'est quand même tragique pour le pauvre Actéon, tout ça.
Oui, oui, c'est tragique et je crois que... Alors, il y a le drame, si on peut dire, de l'amour qui se transforme en destruction, en déchirement, et la mort d'Actéon chez Ovide, mais aussi chez les poètes et les écrivains qui ont commenté Smith, est vraiment une mort épouvantable, hein, puisqu'il est déchiré par les chiens qui étaient ses plus fidèles amis. Mais il y a aussi un autre tragique, et le passage que vous avez lu du poème le dit, hein, qui est le tragique de la voix qui sort pas. Hein. Et je trouve que c'est particulièrement émouvant de dire ça à la radio, hein, le fait que la voix sorte pas, qu'elle se casse quand on est ému, qu'elle est brouillée par les pleurs. Tout ça. Oui, on retient, on peut pas, il se passe quelque chose qui vous coupe. Voilà. Je parle, Diane, de l'unique, de l'un, de celui qui est toujours seul. Je parle, Diane, de l'unique, de l'un, de celui qui était toujours seul et que tu as rendu plus seul encore. Oui, alors là, c'est Eco qui parle, parce qu'en fait, j'ai inventé un petit dispositif narratif, pour ainsi dire. Hein. J'ai été impressionné, je le dis d'ailleurs dans le poème, quelque part, par un merveilleux poème de Rilke qui fait emmener Hermès, qui fait que c'est Hermès qui conduit Eurydice avec Orphée aux enfers. Évidemment, c'est pas du tout dans la légende, hein, ça, ce que dit Rilke. Et moi, j'ai fait comme si c'était Écho qui emmenait Actéon voir Diane. Et pourquoi ? Parce que Écho, c'est la nymphe qui est transformée en pierre, c'est la nymphe qui est amoureuse de Narcisse, et elle court après Narcisse, et le poème d'Ovide est magnifique, là, parce que quand elle appelle le nom de Narcisse, et en fait, l'écho lui renvoie les phrases qu'elle adresse à Narcisse, et elle croit que Narcisse lui parle, alors qu'en fait, c'est elle-même qui parle. Et j'ai trouvé assez émouvant de penser entre une nymphe qui n'arrive jamais à parler la première parce que elle est toujours en second, elle se fait l'écho justement des phrases des autres, et un chasseur qui n'arrive plus à parler. J'ai trouvé que ce lien était poétique justement, formait quelque chose. Et alors dans cette partie de votre livre, vous parlez beaucoup des chiens, des fameux noms de chiens. 40 noms ont plongé en lui pour le mettre en pièces. Donc tous ces chiens qui se sont jetés sur le pauvre Actéon. Et vous avez de grandes réflexions sur les noms des chiens, justement. Et je vais lire quelques extraits, non pas uniquement sur les noms des chiens, mais sur cette partie. Quand, dans le soleil, on voit des éclairs fuyants, la proie est devenue l'ombre et elle serre les dents. Que poursuivait-elle ? Le désir ? La mort ? Une fois que la curée eut lieu, Actéon avait disparu. L'homme était devenu le cerf que ses chiens avaient mangé. Le cerf était devenu le cuir qu'ils avaient récuré. On raconte que ces chiens, comme tant d'autres, ne cessèrent de le chercher là où ils l'avaient perdu. Certains clébards, on le sait, ont veillé des tombes pendant près de 10 ans. Hachiko, surnommé Shuken, le chien fidèle, attendit son maître à la gare de Nagoya pendant près de 10 ans, après la mort de ce dernier. Red Dog lui a fait le tour d'Australie. Les chiens d'Actéon étaient éperdus. Chiron eut l'idée de les payer d'une image. Il fit élever une statue d'Actéon à flanc de rocher, contre la paroi rouge d'une gorge, fixée dans son image. Il rassurait ses chiens. Et après, vous posez des questions très profondes vis-à-vis des chiens, qui saisissent beaucoup les gens qui connaissent ces animaux à 4 pattes et qui les fréquentent. Il se trouve que moi, c'est votre cas. J'ai un chien qui ressemble beaucoup à Chico, et qui n'a pas du tout l'air fidèle a priori, mais on ne sait jamais. Il suffit que je meure pour que je sache, peut-être. Et surtout, vous posez une question sur l'âge des chiens, une question qui effectivement contraint à une jonction intellectuelle. Quand on vous dit, quand on est jeune, puisque c'est à cette époque-là qu'on vous explique que l'âge d'un chien, c'est 7 ans de plus que l'âge de l'homme, et tout à coup, l'histoire du temps se prend un coup. C'est un peu comme changement d'heure pour l'hiver et l'été, mais en beaucoup plus gros. Oui.
Et alors vous dites, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils savent les chiens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Et vous écrivez, et je lis, le chien ne sait pas que la mâchoire du temps ne l'a jamais lâché, qu'elle étreint sa morsure, quand je vois ton visage et celui des enfants, surtout quand il rit. Évidemment, ça fait réfléchir sur l'évolution du temps, que cette en plus ou cette en moins de la vie, de la durée du temps des chiens. Voilà. Puis quand c'est un gros chien, c'est pas la même durée que quand c'est un petit chien. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, j'ai été frappé, comme vous, par l'assurance avec laquelle certains savants nous expliquent que les chiens ont tel ou tel âge. Alors je crois que ça repose évidemment sur deux conceptions du temps qui sont difficilement compatibles pour nous. C'est-à-dire il y a un temps du vieillissement physiologique. Alors disons les cellules et puis les membres, les organes des corps des chiens ont un vieillissement accéléré puisque les chiens vieillissent et meurent plus vite que nous. Mais je crois que ce vieillissement cellulaire, pour ainsi dire, ou ce biologique, on peut dire peut-être, laisse complètement de côté la question du temps perçu par les chiens. Et oui. Nous, qui avons des chiens, ou qui aimons les chiens, ou qui regardons les chiens en tout cas, nous savons qu'évidemment, ils habitent le temps comme nous, mais ils l'habitent... et je me suis amusé dans ce poème qui est assez mélancolique, mais en même temps un peu humoristique, à essayer de dire... alors, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent chaque minute 7 fois plus vite que nous? Bien sûr que non. Ben non. Bien sûr que non. Surtout quand ils ont faim. Ben oui, bien sûr. Et on pourrait parler aussi un tout petit peu de ce que vous évoquez du poème vers la fin. Le poème ne passe pas en force de l'autre côté, car il passe en faiblesse, et il n'y a pas d'autre côté. Si c'était comme on le veut aujourd'hui, un parler animal que le poème, pourquoi serions-nous tristes lorsque nous pensons aux animaux? Et donc c'est vrai, il y a actuellement une fréquente réflexion sur le statut des animaux, sur notre rapport à la boucherie, à la mort des animaux que nous consommons, au rapport à la supposée non-intelligence des animaux, ou à la supposée intelligence des animaux, ou à leur langage. Et voilà, vous évoquez cela sans bien sûr apporter des réponses définitives. Oui, en fait, je suis saisi, pas simplement par les questions philosophiques et politiques que posent les animaux aujourd'hui, et qui prennent sans doute la place de questions qui étaient posées avant par d'autres, disons, découpages du monde entre nature et culture. Et dans ces poèmes-là, j'essaie aussi de dire attention, parce que j'ai, en fait, cette réflexion... Paul de Branson, elle vient aussi du fait qu'un jour, j'étais invité à lire des poèmes avec des poétesses contemporaines, que j'estime beaucoup. Et ces poétesses se sont mis à dire « Ah non, mais nous, on ne veut pas faire des poèmes sur les animaux, on veut faire des poèmes qui pourraient être lus par les animaux. » Et donc, je voyais là, si vous voulez, une espèce de rêve moniste qui me troublait. Et je crois que justement, la force du poème, c'est qu'il ne peut pas parler comme un chien. Et il faut accepter ça. Et les chiens ne peuvent pas parler comme nous. Et si on se comprend avec les chiens qu'on aime ou avec tous les animaux qu'on aime, ce n'est pas du tout sur la base du logos, c'est autre chose. Et il faut que le logos du poème, ce qu'on fait quand on fait un poème, du langage, aille le plus loin possible sur ces bords où justement il y aurait un autre côté, mais il n'y a pas d'autre côté. On ne va pas se mettre à parler avec votre chien. C'est pas ça la question. C'est plutôt de dire le poème, il peut faire sentir l'émotion qu'il y a dans la différence, mais il ne peut pas passer par-dessus. De toute façon, je pense que les animaux ont un langage. D'ailleurs, les loups chassent en meute et donc ils communiquent. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que, encore tout au moins, ils soient apte ou même désireux d'écrire des poèmes. Oui. Alors un poème écrit par un loup, ça serait un poème sans doute inspiré par une certaine sauvagerie. Alors peut-être. En revanche, vous voyez, je trouve que c'est très intéressant de se dire, nous comme écrivains et comme écrivains en vers, qu'est-ce qu'on peut vouloir exprimer quand on dit il y a un poème du loup. En tout cas, on ne peut pas aboyer ces poèmes, bien qu'on puisse essayer parfois. Merci beaucoup, Martin Rueff, d'être venu nous parler de La Jonction et d'avoir accepté d'en parler 2 fois. Merci à bientôt. À vous 2 fois. Merci.